Moi, par là, j'entends vos voix. J'entends l'univers sonore. Mais par là, je n'entends rien. Je suis sourde. Extrêmement sourde, mais pas muette. Et puis j'ai fait une découverte. Moins, mais plus. Je n'ai qu'une oreille, mais j'ai deux sons de cloche. Mon cerveau et mon corps. Mon cerveau est en discussion permanente avec le monde qui nous entoure. Mon corps est en discussion permanente avec moi, mais je ne l'entendais pas. C'est pas facile d'écouter son corps, non? Et pourtant, ça change la voix. Ça change la voix et ça change la voix. Là, je vous ai perdu, non? Alors, la voix VOIX, on est d'accord, elle s'entend. Et la voix VOIE, elle se cherche. C'est une destination. Et pourquoi écouter son corps changerait la voix et la voix? Eh bien, c'est ça ce que je vais vous raconter ce soir. Prenons un peu de hauteur. Comme je n'écoutais pas mon corps, il a monté le son. Ça m'a déséquilibrée. Je me suis mise à tomber tout le temps. Je faisais des vertiges. Je pourrais dire que mon corps m'a obligée à l'écouter. Vous trouvez ça mystique? Moi aussi. Comme je suis journaliste, j'avais très envie de comprendre. Je cherchais des explications et j'ai trouvé Alain Boudet, qui est docteur en sciences physiques. Il explique que les sons ont une résonance pas seulement sur nos tympans, mais sur différentes parties de notre corps. Et que selon la hauteur et le timbre du son que nous entendons, notre corps peut réagir, communiquer, et que apprendre à écouter ces résonances nous permet de développer d'autres apprentissages. Moi, j'entendais pas ces résonances. Je suis pas la seule, je suis sûre. Parce que finalement, on n'a pas tellement envie d'écouter le monde autour de nous avec nos tripes. Nous redoutons les émotions qui sont désagréables, qui font mal. Et surtout, je crois que nous croyons que penser avec nos tripes risque souvent d'être trop bouleversant. Et cette surdité, elle commence assez jeune. Le magazine L'Étudiant, en 2015, comptabilisait qu'un tiers des étudiants regrettent leur choix d'études. En 2016, qu'un tiers des étudiants est convaincu que son décrochage scolaire est dû à une erreur d'orientation. En 2020, un bachelier sur deux échouait à la fin de sa première année post-bac. Selon vous, ils écoutent quoi, les étudiants? Leur tripes? La peur de l'avenir? Qu'on leur refile un peu au passage? Entrer dans le monde du travail, c'est l'anthropologue David Graeber qui, lui, mène une enquête auprès des employés et évalue à peu près à 45% le nombre de personnes qui qualifient leur activité professionnelle de bullshit job et que c'est très désagréable à accepter. Combien de bullshit life? Selon vous, combien de personnes autour de vous estiment vivre une bullshit life apparemment enviable? Et quand vous entendez ce que je vous raconte, qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, ces émotions qu'on veut absolument gérer comme un compte en banque, elles ont suscité ma curiosité. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais je suis aussi scénographe. Et pendant 10 ans, j'ai écrit des parcours où tout se manipule pour des musées. Et puis, j'ai fait un supermarché des émotions, qui est une exposition sur 800 mètres carrés pour toute la famille, parce que j'ai la sensation que notre rapport aux émotions a quelque chose à voir avec notre rapport au rayon des magasins. Certains d'entre nous ne mettent les pieds que au rayon bonbons et jamais au rayon yaourt ou surgelé. Eh bien, certains d'entre nous ne fréquentent que la colère. D'autres ne vont jamais du côté du chagrin.
pas mal ont besoin de renouveler un peu leur stock de joie régulièrement. Dans cette exposition, tout est ludique. Parce que le jeu m'aide à détourner ce que je ressens, à faire la sourde oreille. Mais je le fais très très bien. Hein. Tellement bien qu'à ce moment-là, les collectivités m'appellent. Elles veulent mon exposition Supermarché des émotions. Mais elle est trop grande. Alors, je confectionne une exposition sur mesure qui tient dans ma voiture et j'installe des infirmeries à émotions dans des lieux d'accueil de l'enfance, souvent en grande difficulté. Des centres de loisirs, des écoles, des services psychiatriques de l'enfance en milieu hospitalier. Et là, j'entends du soulagement. Les gosses s'installent assez joyeusement dans cette façon de communiquer avec leurs émotions. Pas d'injonction, pas d'objectif à atteindre, pas de gestion, pas d'émotion à nommer, juste du jeu, du partage, de la découverte, de la compréhension un peu intuitive, une façon de transformer les émotions en gestes créatifs. Beaucoup des enfants que j'ai fréquentés pendant les 10 ans d'activité de Feu, mon association L'Infirmerie à émotions, m'ont permis d'entendre autrement mes installations. Les autistes et les hyperactifs surtout. Parce que chez eux, le volume du son est au maximum en permanence. Il n'y a plus de place pour écouter le monde qui est autour de nous. C'est à l'intérieur que c'est bruyant, tout le temps. Cette expérience a profondément changé ma voix de journaliste. Finalement, c'est moins les histoires qu'on se raconte qui commandent que le corps qui cherche son équilibre en permanence. J'ai changé de fréquence sonore, je ne tombe plus. Je crois que j'entends autrement les autres autour de moi. J'entends ce que je n'écoutais pas. Quand je dois interviewer un auteur, par exemple, je lis son livre, je fais des recherches et je me suis rendu compte que je le fais autrement parce que j'ai mené une expérience, après celle de l'infirmerie à émotions, pour évaluer la façon quotidienne pour moi de saisir ce que je savais faire. Je sais interviewer, je sais écouter, je sais détourner la réalité en jeu, je sais transformer les émotions. Alors je l'ai fait sur moi, sur mon corps. J'ai essayé d'interviewer mon corps, de l'écouter, et petit à petit, j'ai scénographié mon corps en détournant la réalité, en imaginant des espaces d'activité. Mon cœur est un grand salon dans lequel il y a des tas de fauteuils club, sur lesquels il y a mes amis tout le temps, voire trop souvent. Mon cerveau, au début, ressemblait à un bureau rempli de tiroirs, avec beaucoup de papier. C'était un univers très sombre, très chargé. Depuis, j'ai fait le ménage. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai aéré, j'ai rangé. Maintenant, ça ressemble à un endroit plus épuré, plus aérien, plus lumineux, dans lequel je vais facilement quand j'ai envie de réfléchir. Mes jambes ont quelque chose de l'univers à la Tolkien, comme ces arbres qui se déplacent beaucoup plus facilement quand ils estiment que le déplacement vaut le coup de se déplacer. Mon ventre aussi a progressé. Aujourd'hui, ça ressemble un peu à une oasis. Au début, ça ressemblait à un terrain vague. Cette expérience-là, elle m'a permis de prendre des notes quand je prépare une interview tout à fait différemment. Je continue de lire les livres d'un auteur si je dois l'interviewer. Je continue de faire des recherches. Mais je me suis rendu compte que c'est avec mon corps que je le fais sans le vouloir. Je réagis à ce que je ressens dans un livre, sur un détail, une phrase,
une façon de dire, un style. Ça a changé mes interviews parce que quand je suis en face de l'auteur, j'ai mes notes avec moi, mais je me suis rendu compte que je ne les regarde plus du tout. Parce qu'en fait, mon corps se souvient parfaitement de ce que j'ai ressenti. Je ne mène plus une interview, je suis en conversation avec un auteur parce que je suis pleinement avec lui. Je suis entièrement à l'écoute de ce qu'il va me répondre. Ce ne sont plus mes notes qui guident l'interview. C'est ce que j'ai ressenti. Finalement, c'est un nouvel équilibre que j'ai trouvé et qui fait que ce métier que j'exécutais avec méthode, je l'exécute aujourd'hui avec plaisir et évidence. Et c'est ça ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Et si vous pouviez essayer de transformer votre corps en radio pour stabiliser votre voix, pour chercher une nouvelle voix, et puis surtout pour donner du corps à de l'information, pas pour zapper un média en plus, mais vraiment pour lui donner une vraie voix à écouter. Parce que c'est quand même essentiel l'information, non ?